Bonjour, je vais essayer dans cette courte vidéo d'expliquer autant que possible en quoi certaines techniques de traitement du signal peuvent se révéler utiles pour essayer de faire de l'extrapolation de la prévision d'indices boursiers avec une certaine marge d'erreur en considérant les cotations boursières non plus comme des objets probabilistes, comme c'est fait dans les méthodes les plus connues, c'est-à-dire que toutes les méthodes visant à calculer le prix des options, le prix des varants sur lesquels vous êtes susceptible de spéculer, ces méthodes partent du principe que les cotations boursières sont la réalisation d'un processus stochastique. Ce processus stochastique est construit sur une probabilité sous-jacente. Alors il y a de grands débats pour savoir si la probabilité gaussienne est la bonne. Alors on a dit non, au début on disait si, après on a dit non. On a généralisé en disant qu'il fallait considérer non plus une gaussienne, que c'était trop restrictif et qu'il fallait considérer ce qu'on appelle une martingale. Toujours est-il que la prémisse de toutes ces choses-là, c'est de dire que la cotation d'aujourd'hui que vous connaissez, c'est la meilleure estimation de la cotation qui aura lieu demain. En termes mathématiques, l'espérance des cotations futures, tenant compte de toute l'information qui est disponible actuellement, c'est la cotation actuelle. Et de là, on comprend que pour anticiper les cotations de demain, d'après-demain ou de la semaine prochaine, on trace une gaussienne ou on trace une courbe de probabilité qui est centrée autour de la cotation d'aujourd'hui, et cette courbe de probabilité a une variance ou un écart-type, comme vous préférez, d'autant plus large que on essaye d'anticiper de plus en plus loin dans le futur. C'est-à-dire que plus l'écart-type à considérer sur votre probabilité, si vous prévoyez la semaine prochaine, sera typiquement racine de 7 fois plus grand que celui si vous essayez d'anticiper demain. Ça, c'est dû au fait que la marche aléatoire gaussienne s'élargit en racine de t. Et il y a toujours des racines carrées quand on considère ces choses-là. Mon point de vue à moi, c'est qu'on peut raisonnablement penser que les cotations boursières sont dominées par des basses fréquences qui ne sont pas stochastiques, mais qui sont déterministes. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que quand on essaye de prévoir l'évolution d'un indice boursier, on s'attaque en fait à deux choses bien distinctes. La première chose, c'est un travail d'analyse. C'est-à-dire qu'on essaye de découper un ensemble de cotations, le plus souvent journalières, en plusieurs morceaux, chaque morceau étant susceptible d'être bien représenté à l'aide de certains outils. Alors typiquement, on a un morceau qui est lentement variable et qui est susceptible de suivre les grands cycles économiques. Un deuxième morceau qui varie plus rapidement et qu'on peut appeler génériquement variation saisonnière, c'est-à-dire que on peut penser que la période caractéristique se chiffre en mois. Et enfin un dernier morceau dont la période caractéristique est le jour, qu'on peut identifier à du bruit, c'est-à-dire de l'agitation
qui en fait ne contient pas beaucoup d'informations. Alors, mon idée, c'est que essayer de travailler sur des signaux dont la période est autour d'une journée, ou parfois même inférieure, ne permet pas de réaliser des gains sérieux pour une personne individuelle. Je ne parle pas d'une institution spécialisée. Parce que, en gros, vous travaillez dans le bruit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous gagnez de l'argent, mais en gros, la proportion, ce sera 50-50. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'un bruit, ça a une répartition gaussienne, et une gaussienne, vous pouvez l'approcher avec une loi du pile ou face, en répétant indéfiniment l'expérience. C'est-à-dire qu'une fois vous aurez raison, une fois vous aurez tort, etc. etc. Si vous vous intéressez aux basses fréquences, là par contre vous êtes susceptible d'attraper des grands cycles de variation, et ces grands cycles de variation, une fois que vous les avez attrapés et que vous avez pris position à l'intérieur, vous pouvez passer plusieurs mois à l'intérieur en gagnant de l'argent, et éventuellement en utilisant les variations saisonnières pour ajuster à la hausse ou à la baisse votre position. C'est un peu ça l'idée. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemple rapide sur lequel on peut réaliser ce genre de programme. Alors, je vais présenter rapidement les outils mathématiques avec lesquels j'effectue une décomposition de l'indice sur lequel je travaille. J'utilise une décomposition, c'est-à-dire l'article indéfini, parce qu'il n'y a absolument pas du tout unicité de la façon de décomposer un indice, et la décomposition que je propose, personnellement j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle n'est pas complètement farfelue, mais rien n'empêche d'imaginer qu'on puisse en trouver une meilleure d'ici quelques temps. Alors, j'ai beaucoup travaillé à un certain moment avec une base de fonctions polynomiales pour représenter une tendance. J'en suis revenu. Le problème des polynômes, c'est que plus le degré est élevé, plus ils explosent rapidement à l'infini. Et un indice boursier qui explose à l'infini, ça va pas. Seulement à l'époque, on n'avait pas d'outil de rechange. Actuellement, je pense avoir trouvé un bon outil de rechange. Le bon outil de rechange et ce qu'on appelle les fonctions prolate qui ont été découvertes dans les années 60 dans le cadre du traitement des signaux. Des fonctions prolate, ça ressemble à ça. Et on les trouve en résolvant des problèmes aux valeurs propres qui s'écrivent ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ces trois formulations sont équivalentes. Je passe. Ces bases vont être utiles pour représenter la tendance de fond basse fréquence d'un indice. Cet indice, ou plutôt la tendance de fond de cet indice, va être représentée par un certain nombre de coefficients, ici représentés en bleu, dans cette base prolate. Les oscillations en rouge, je ne parle pas de ce qu'elles représentent parce que j'en parlerai plus tard si ça intéresse des gens. La fluctuation restante, qui est celle-ci, est représentée dans une base d'ondelettes. Alors vous allez me dire, les ondelettes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions comme celle-ci, qui sont bien connues dans le cadre du traitement du signal.